Eh bien, on va y aller. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau webinaire organisé par eDevice. Voilà, Pascal Tauban, je suis Pierre Raphaël. Nous sommes tous les deux cardiologues de l'Institut du cœur Saint-Gatien à Tours. Avant de laisser la parole à Guillaume Bréard, qui est également cardiologue à Tours, rapidement, je voudrais remercier l'équipe eDevice, Frédéric Voland, Stéphane Gomez, Alain Gourvec, Sullivan Ferrari pour l'organisation de ce nouveau webinaire. Et nous allons entendre dans quelques secondes Guillaume Bréard nous faire l'analyse d'une cohorte très importante de patients insuffisants cardiaques dans la région centre et au-delà. Cette présentation a été actualisée car il l'a déjà présentée il y a quelques mois aux Journées françaises de l'insuffisance cardiaque organisées par la Société française de cardio et au CNCH en novembre à Paris. Après le topo de Guillaume, qui va durer environ 15 à 20 minutes, il y aura une séance questions-réponses et Pascal va vous expliquer comment faire. Donc, durant le topo, vous pouvez d'ores et déjà poser des questions en cliquant sur le petit icône Q et R qui se trouve en haut de votre écran. Donc, il y aura une première partie avec Guillaume, bien sûr, pendant une quinzaine de minutes. Après, il y aura une partie questions-réponses avec déjà les questions qui ont été posées, plus d'autres si elles arrivent ultérieurement. Voilà, je vous souhaite une bonne session. À toi, Guillaume. Merci Pascal, merci Pierre. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Alors, on a déjà parlé de télésurveillance lors de sessions précédentes, mais effectivement, il nous a semblé intéressant de pouvoir revenir sur notre cohorte de patients télésurveillés et puis peut-être de confronter nos données aux données de la littérature médicale et de voir quels enseignements on peut en tirer sur le plan épidémiologique et puis sur un plan peut-être un peu plus pratique. Alors, je vous partage mon écran. On disait que la France est un pays rural sur 89% de son territoire, que dans les zones rurales, les populations sont plus âgées. Et plus la population est âgée, plus l'incidence et la prévalence de l'insuffisance cardiaque est élevée. Donc on a une équation qui est difficile à solutionner. Alors, il y a une enquête épidémiologique qui est intéressante, elle date de 2022. C'est un médecin de santé publique parisien qui est le docteur Gabé qui a réalisé cette enquête, qui en fait a colligé tous les patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque dans les établissements de santé en France. C'est une étude qui était basée sur les données du SNDS. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait le pronostic des patients à 6 mois. Et vous voyez que 6 mois après une hospitalisation, on a un taux de réadmission qui est de 17% et une mortalité de 26,5%. L'autre enseignement de cette enquête épidémiologique, c'est qu'une minorité de patients va revoir un cardiologue dans les 6 mois, 30% seulement. Et le recours à la télécardiologie, il est quand même très marginal, puisqu'on a 4,3% de patients qui utilisent la télécardiologie à 6 mois. Alors, c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les sociétés savantes, et en particulier la Société française de cardiologie, a insisté sur l'importance d'utiliser la télésurveillance et les nouveaux métiers comme que sont les IPA et les ISPIC dans son livre blanc qui était paru il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de la télésurveillance? Je pense que le bénéfice le plus important, il porte sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. On a une méta-analyse qui a été publiée dans Nature là, tout récemment, qui reprend 79 études, ça représente un peu plus de 30 000 patients, qui a démontré que le bénéfice donc, portait principalement sur les hospitalisations. L'intérêt de cette méta-analyse, c'est qu'elle compare les différentes techniques. Alors, le plus efficace, ça reste la télésurveillance invasive, c'est les capteurs de pression pulmonaire. Et puis, vous voyez, sur la droite de l'écran, on a ce qu'on appelle les scores SUCRA. Alors, plus le score est élevé, plus la technique est efficace. Mais on voit que juste derrière la télésurveillance invasive, on a le télémonitoring, comme on l'utilise à Saint-Gatien, avec un système comme le Toucan. Sur la mortalité, on a un niveau de preuve qui est sans doute un petit peu moins élevé. Et puis, il y a une donnée qui n'apparaît pas dans cette méta-analyse et qui est pourtant importante, c'est la qualité de vie. Et en fait, on a des études très contradictoires avec des études positives, d'autres qui sont franchement négatives. Mais on a une telle hétérogénéité de dispositifs que finalement, on imagine bien que plus le dispositif est contraignant et plus l'impact sur la qualité de vie va être difficile à apprécier. Alors, je ne vais pas revenir sur l'organisation de la télésurveillance, vous la connaissez. Nous, on utilise un système qui s'appelle le Toucan, qui est donc distribué par eDevice avec une balance connectée, un oxymètre de pouce, qui vous permet tous les jours de récupérer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène et le poids. Les données sont transmises par un communicateur et une plateforme.
et la plateforme va générer des alertes au-delà de certains seuils de fréquence cardiaque, de désaturation ou de prise de poids, chaque paramètre étant modifiable en fonction du profil du patient. L'inclusion est faite le plus souvent à l'hôpital, c'est le cardiologue qui propose au patient après que celui-ci a été stabilisé, et c'est l'infirmière d'insuffisance cardiaque ou l'assistante médicale qui va expliquer le dispositif au patient et à sa famille. Et donc le patient repart avec sa petite valise de télésurveillance, l'assistance du Prado, et puis un échéancier avec les consultations de titration des traitements, et aussi un programme d'éducation thérapeutique qui doit être associé à la télésurveillance. Plus important, évidemment, c'est la gestion des alertes. Il faut qu'on soit en mesure de répondre aux alertes. C'est l'infirmière d'insuffisance cardiaque qui, tous les jours, surveille la plateforme. Et on a pu évaluer le nombre d'alertes générées par chaque patient sur un délai de 6 mois. Et on a évalué ce nombre d'alertes à 5,6, c'est-à-dire une par mois, en gros, avec un écart type assez important entre des patients qui vont générer beaucoup d'alertes et d'autres qui vont générer nettement moins. Le but du dispositif, évidemment, c'est de gérer les patients en ambulatoire autant que faire se peut. Et puis certains patients vont être vus en consultation ou d'autres vont être adressés directement aux urgences cardiologiques. Alors quelques exemples, vous connaissez ce type de slide, je pense. On a un exemple de cette dame qui habite à Lucé-le-Mal dans l'Indre, donc c'est une région un peu désertique sur le plan médical, si j'ose dire. À cette patiente, on a pu éviter des hospitalisations itératives sur des décompensations en adaptant la posologie des diurétiques. Un autre exemple chez ce patient qui a fait du BAV qu'on a convoqué dans le service et qui, dans la salle d'attente des consultations, en fait, a fait un arrêt cardiaque sur des torsades de pointe. On a d'autres exemples d'alerte de fréquence sur un flotteur périmitral, par exemple, chez un patient qui avait été opéré d'une plastie. Ça, c'est ma mère, donc je tenais à la mettre dans le topo. Ma maman a une TAVI, elle était partie quelques jours à la montagne, et vous voyez qu'elle a en fait fait de la fibrillation auriculaire qu'on a pu détecter par ce dispositif. Un autre exemple de tachycardie ventriculaire chez un patient avec une CLD. Bon. Un élément important, c'est la titration des traitements dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance des résultats de Titrate HF, qui est un registre hollandais qui a été publié l'année dernière avec 4000 patients. Et dans ce registre, en fait, on essayait d'évaluer les stratégies de titration des traitements d'insuffisance cardiaque. Et on voyait en fait qu'à 6 mois, la proportion de patients qui avaient atteint les doses cibles de quadrithérapie était de 1,3%. On a 1,3% de patients seulement qui, à 6 mois, atteignent les doses cibles. Donc, il faut s'aider d'outils comme la télésurveillance. Et on a un certain nombre d'études qui ont montré que la télésurveillance permettait, par exemple, de titrer les bêta-bloqueurs. On a une autre étude, alors c'est des petits effectifs à chaque fois, mais on a une autre étude qui a montré qu'on atteignait plus facilement et plus rapidement les doses cibles de quadrithérapie dans l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est un dispositif que nous, on utilise également pour titrer les traitements. Il est évident que le fait d'avoir un relevé quotidien des fréquences cardiaques permet d'augmenter la posologie des bêta-bloqueurs. Le poids est lui aussi un reflet indirect de la volémie et permet de majorer, de titrer certains traitements. Alors, des équipes ont proposé des protocoles de titration qui sont uniquement basés sur la télésurveillance. On a par exemple cette étude. Alors, c'est relativement difficile à mettre en œuvre, puisqu'il faut recueillir la symptomatologie, donc appeler le patient, il faut avoir une idée des constantes, évidemment, de la biologie. Bon. Mais la conclusion de cette étude, c'était qu'on pouvait, grâce à la télésurveillance, titrer les traitements sans forcément que le patient se déplace pour venir en consultation. Alors, on a inclus dans notre cohorte un peu plus de 1600 patients entre août 2021, c'était la date de publication des guidelines de l'ESC, et le 31 décembre 2024. On avait à peu près une quarantaine de patients inclus par mois. Les 2 tiers ont été inclus lors d'une hospitalisation, un tiers des patients en consultation. Alors, ça correspond en fait aux critères de remboursement de l'assurance maladie. Vous savez que c'est soit un patient hospitalisé dans les 12 mois qui précèdent, soit un patient symptomatique avec une élévation des peptides natriurétiques. Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on a en ce qui concerne l'âge, une assiette de recrutement qui est quand même très large, avec le patient le plus jeune qui a 29 ans, et puis vous voyez, on a également un centenaire. L'âge moyen est de 75 ans, l'âge médian de 77 ans, ce qui veut dire qu'on a plus de la moitié de notre effectif qui a plus de 77 ans. Alors on peut se poser la question de savoir si on peut proposer la télésurveillance à des patients âgés, voire très âgés.
Je crois qu'il y a deux choses à prendre en compte. D'abord, la faisabilité de la technique. Est-ce que le patient va être observant ou pas? Alors, on y reviendra un petit peu plus tard, mais vous voyez que vous verrez que les données d'observance, elles sont très bonnes, y compris chez les patients les plus âgés. Et puis l'autre question, c'est est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pertinent? Alors, on n'a pas de population témoin dans notre étude. C'est difficile de conclure, mais on a des données maintenant dans la littérature qui nous montrent que oui, la télésurveillance est efficace, quel que soit l'âge du patient, aussi bien sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque que sur la mortalité. Donc l'âge, à mon avis, ne doit pas être un critère à prendre en compte, ou en tout cas un facteur limitant quand on propose un dispositif comme celui-là. Deuxième enseignement, il porte sur le sexe des patients. Alors on a 63% d'hommes pour 37% de femmes, qui paraît assez logique. Ça correspond quasiment exactement à ce qu'on a dans ce papier, qui est un papier hollandais qui a été publié en tout début d'année. Ça a été mené sur 7 hôpitaux seulement, mais ça a quand même fait l'objet d'un JAC, vous voyez, d'une publication dans le JAC. Et la chose intéressante, c'est que, vous voyez, la barre verte, en vert clair, on a la proportion de patients hommes. En orange, ce sont les femmes. Et vous voyez qu'on a, pour une même population, on a plus d'hommes qui sont susceptibles d'accepter la télésurveillance que de femmes. Alors, l'article a été rédigé par une femme. Et en fait, dans sa conclusion, elle dit que la culture numérique des hommes et des femmes est différente, hein. Elle parle du rapport à la technologie, mais effectivement, on voit que les femmes sont peut-être un petit peu plus réticentes lorsqu'on parle de technologies comme celle-là, de télésurveillance. Alors, on sait qu'il y a des différences, à la fois épidémiologiques et en matière de traitement dans l'insuffisance cardiaque entre l'homme et la femme. On a une publication de l'ESC notamment qui a étudié tout ça, et vous voyez que les femmes, elles ont un peu moins souvent accès au cardiologue, elles sont un peu moins souvent admises en unité de soins intensifs dans le cas d'une insuffisance cardiaque. Pour les traitements également, on a des différences qui sont importantes. Vous voyez que les hommes sont plus à même d'atteindre les doses optimales de quadrithérapie, alors que les femmes, elles vont être plus souvent traitées avec des diurétiques. Mais on voit que le rapport à la technologie n'est pas le même non plus, et que les hommes acceptent plus facilement la télésurveillance que les femmes. Si on regarde le phénotype de l'insuffisance cardiaque, vous voyez qu'on a à peu près 46% des patients qui ont une insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection altérée, 38% une fraction d'éjection dite préservée. Alors on peut se poser la question de savoir si l'effet est le même. Ce qui ressort des études, c'est que finalement, ce n'est pas le phénotype de l'insuffisance cardiaque qui prime, c'est surtout la classe fonctionnelle. Les patients qui tirent le plus de bénéfices de la télésurveillance sont les patients les plus symptomatiques, les patients en classe 3, en classe 4. Mais finalement, la fraction d'éjection n'influe pas sur l'efficacité du dispositif. La provenance géographique, c'est aussi un élément à prendre en compte. Alors nous, l'essentiel de notre cohorte vient d'Indre-et-Loire, puisque la clinique se trouve à côté de Tours. Mais vous voyez, il y a des patients du Loir-et-Cher, de l'Indre, de la Sarthe. J'ai listé un petit peu tous les départements d'inclusion. On a plus de la moitié de l'effectif qui réside à plus de 35 km. Alors on sait maintenant que l'éloignement géographique va impacter l'efficacité du traitement. Ça provient des données de TeamHF2. TeamHF2, c'était, vous vous en souvenez peut-être, c'était la première étude randomisée qui avait démontré un bénéfice clinique pour la télésurveillance non invasive. Eh bien, la population de TeamHF2, elle a fait l'objet d'une nouvelle publication où en fait on étudiait le facteur distance. Alors évidemment, quand on habite dans une zone rurale, on habite généralement plus loin de son cardiologue que quand on habite en ville. Et on a pu démontrer dans cette étude que plus le patient était éloigné de son cardiologue référent et plus il tirait bénéfice de la télésurveillance. Alors c'est particulièrement important dans une région comme la nôtre qui, vous l'avez vu, est assez désertée sur le plan médical. De la même façon, il faut prendre en compte l'environnement familial et social. On a dit on a la moitié de notre effectif qui est âgé, qui a plus de 77 ans. Et vous voyez qu'on a 48% de notre population qui vit à domicile avec son épouse ou son époux. Mais à l'inverse, on a 38% qui n'a personne à domicile, enfin qui en tout cas a une famille proche, les enfants, les cousins, les cousines ou autres. 5,6% pour qui la principale personne référence, ça va être des amis ou des voisins. Et il nous manque quelques données. Alors on sait, grâce à OSICAT, qui était l'étude du professeur Gagnier, on sait que les patients qui tirent bénéfice de la télésurveillance sont essentiellement les patients isolés sur le plan social.
Les données d'observance, elles sont capitales. Alors, vous voyez qu'au premier mois, on a une observance moyenne de 92%. L'observance, elle va diminuer un petit peu au fil du temps, ce qui paraît logique. Il y a un phénomène d'usure, plus le temps passe. Et vous voyez surtout qu'en fonction des tranches d'âge, on a des observances qui sont à peu près superposables. Alors, elle est certes un petit peu moins bonne, l'observance chez les patients les plus âgés, mais elle reste tout à fait acceptable. Sachant que l'observance, c'est une donnée qui est relative. L'observance dans la télésurveillance, c'est en fait euh, le nombre de données récoltées, disponibles, qu'on rapporte au nombre de données attendues. Et donc, quand on demande aux patients de se peser tous les jours, de prendre sa saturation tous les jours, une observance de 75%, ça revient à dire que 5 jours sur 7, il va faire des relevés de mesure. Ce qui est au-delà des prérequis de ce qu'on attend, en fait, puisqu'on est censé, normalement, quand on utilise un dispositif de télésurveillance, on est censé pouvoir avoir accès aux données au moins 2 fois par semaine, gérer les alertes au moins 2 fois par semaine. Alors, si on regarde le devenir de nos patients à 6 mois, vous voyez qu'on a des données qui sont plutôt bonnes par rapport à ce qu'on a pu voir avec l'étude épidémiologique de 2022. On a, après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, un taux de réhospitalisation non programmée à 6 mois de 6,5%, alors qu'on était à 17% dans l'enquête épidémiologique dont on a parlé tout à l'heure. Le taux de décès après une hospitalisation, il est de 5,7%. On ne prend pas en compte la mortalité hospitalière dans notre cohorte. Et si on prend l'ensemble de la cohorte, c'est-à-dire les patients hospitalisés et les patients qui ont été inclus en consultation, on est à 4,7%. Alors, on a voulu savoir ce que pensaient les patients de la télésurveillance. Alors, on ne leur a pas posé la question directement, mais quand on regarde finalement à 6 mois ce qui est devenu notre cohorte, vous voyez qu'on a un peu plus de 86% des patients qui continuent à utiliser le dispositif. 5,7% ont arrêté. Alors, pour des raisons diverses et variées, ils ne sont pas convaincus de l'utilité, ils trouvent ça contraignant. Bon. On a 4,7% de décès, on l'a dit. On a à peine 1% de patients qui sont dans l'impossibilité de poursuivre la surveillance, essentiellement pour des raisons médicales. Alors, ça va être des troubles cognitifs, ça va être un accident vasculaire cérébral, ça va être une amputation. Et puis, on a 0,3% de patients, alors c'est très peu, mais ça pose question quand même, 0,3% de patients qui vont arrêter la télésurveillance du fait d'une institutionnalisation. Et il est certain que dans les EHPAD, il est compliqué de demander au personnel de gérer un dispositif comme celui-là, mais c'est peut-être une piste de réflexion à l'avenir. Alors, on parlait de la durée du suivi de 6 mois, la durée, des conditions de remboursement qui a été fixée à 6 mois pour l'assurance maladie. Quand on regarde en fait les différentes études, on voit que les durées de suivi sont en fait très variables. On a une étude en 2024 pour laquelle la durée de suivi était de 1 mois. Dans OSICAT, on était à 18 mois. Et puis, vous voyez une autre étude en 2018, l'étude de Frédéric, on avait une durée de suivi de 79 mois. Simplement pour dire que cette durée de 6 mois qui a été fixée par les autorités de santé, elle est en fait assez arbitraire et elle ne correspond à pas grand-chose sur le plan médical. Et puis, on a voulu savoir ce que pensaient nos cardiologues correspondants de la télésurveillance. Alors, on leur a soumis un petit questionnaire avec des questions sur la perception qu'ils avaient du dispositif. On a adressé ce questionnaire aux patients qui connaissaient, aux cardiologues, pardon, qui connaissaient la télésurveillance, qui en avaient l'habitude. On leur a demandé s'ils pensaient que c'était un outil à considérer dans leur prise en charge. Vous voyez que, alors je suis désolé, oui, il manque les données, mais l'essentiel, en fait, la majorité des cardiologues est d'accord pour dire que c'est un outil à considérer dans leur prise en charge. Ils sont assez nombreux à aborder cette question de façon occasionnelle ou fréquente. On leur a demandé également si pour eux, dans leur expérience, ça permettait de diminuer le taux d'hospitalisation non programmée. Vous voyez que la majorité est assez d'accord avec ça, de même qu'ils sont assez d'accord pour dire que c'est un dispositif qui permet d'avoir un impact sur la qualité de vie du patient. Quand on leur demande si ça leur permet d'être déchargé d'une partie de l'activité urgente, on a des résultats qui sont un petit peu plus contrastés. Et je pense que on a tous appris la médecine au lit du malade, on est tous habitués à voir les patients en consultation. Il est certain que gérer un patient insuffisant cardiaque à distance, bah, c'est un changement de mentalité, un changement de paradigme. Il y a probablement un petit temps d'adaptation nécessaire.
On leur a demandé également s'ils préféraient gérer eux-mêmes ou déléguer l'activité. Vous voyez qu'ils sont une majorité à préférer déléguer l'activité de télésurveillance. Pour autant, ils reconnaissent que c'est sans doute possible à mettre en œuvre et que ça nécessiterait une réorganisation de leur activité. Quand on leur demande si on interfère avec leur prise en charge, globalement, les cardiologues pensent que non, qu'on interfère rarement avec leur prise en charge. Et quand on leur demande s'ils se sentent dépossédés d'une partie de leurs prérogatives, ben, la plupart des cardiologues répondent que non. Certains préfèrent gérer eux-mêmes. Alors, quand on gère la télésurveillance soi-même au cabinet, on a forcément des cohortes plus modestes. En moyenne, 19 patients. Ça leur prend peu de temps. Vous voyez, 7,5 minutes quotidiennes en moyenne. Là encore, finalement, en cardiologie de ville, il est difficile de dire si ça leur permet de diminuer leur taux de consultation urgente. Et puis globalement, vous voyez qu'ils sont quand même satisfaits du dispositif. Ils sont 75% à être plutôt satisfaits et 25% très satisfaits. Et on leur a demandé ce qu'ils pensaient en quelques mots du dispositif. Alors vers la gauche, c'est ce qui est plutôt positif, vers la droite, ce qui est plutôt négatif. Vous voyez que le retour est quand même assez positif, avec 57% de nos confrères qui jugent que c'est utile dans leur prise en charge. Alors en conclusion, on peut dire que la télésurveillance, c'est un moyen de s'intéresser autant à la maladie qu'au malade lui-même et à ses symptômes. Et la façon dont nous, on conçoit le dispositif à Saint-Gatien, c'est que ça doit vraiment être une interface entre le patient, entre le cardiologue à qui on délègue la télésurveillance, c'est-à-dire le cardiologue hospitalier, et le cardiologue référent du patient, c'est-à-dire le cardiologue extra-hospitalier. Il y a sans doute des questions toujours sur les populations cibles. Nous, on a choisi, vous le savez, de proposer le dispositif à tous les patients insuffisants cardiaques, alors que certains préfèrent peut-être cibler leurs patients. Les conditions de remboursement, on l'a dit, ne sont pas superposables à nos recommandations internationales, et peut-être qu'à l'avenir, il faudra réfléchir à ça. Et puis, le retour qu'on a eu de certains confrères, il porte surtout sur l'échange d'informations entre le cardiologue hospitalier et le cardiologue de ville. Et il est certain que quand on est amené à modifier posologie diurétique, posologie de bêta-bloqueur, lorsque le patient décompense à minima, ou lorsqu'on évite des hospitalisations, ben, le cardiologue référent doit en être informé. Il faut qu'on trouve un moyen peut-être de fluidifier, d'améliorer notre communication avec les cardiologues de ville. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre cohorte de patients télésurveillés. Si vous voulez à nouveau poser des questions, vous pouvez y aller. Nous en avons quelques-unes à la disposition pour les poser à Guillaume. Guillaume, une première question. Le frein à la télésurveillance, c'est le cardiologue ou c'est le patient en fait? Alors je pense que c'est les deux à la fois. Le cardiologue, il faut qu'on réussisse à le convaincre, le cardiologue de ville, il faut qu'on réussisse à le convaincre de l'utilité du dispositif et du bénéfice qu'il peut en tirer, lui, dans sa pratique. Je pense qu'en ce qui concerne le cardiologue, l'intérêt dans la titration des traitements, il est évident. Nous, on l'utilise pour adapter la posologie du bêta-bloqueur, pour adapter la posologie des diurétiques. Donc, ça impacte directement notre traitement. Le patient, lui, il faut d'abord moi, quand je présente le dispositif à un patient, j'insiste surtout sur la qualité de vie, sur les hospitalisations et sur la qualité de vie. Le critère mortalité, pour moi, il est secondaire. Je pense que le patient insuffisant cardiaque, en dehors du patient jeune, mais le patient de 70 ans ou 80 ans, il pense moins à la mortalité qu'à sa qualité de vie. La question que le patient nous pose généralement est de savoir s'il va pouvoir mener une vie normale, s'il va pouvoir partir en vacances, s'occuper de ses petits-enfants. Bon, donc j'insiste toujours sur la qualité de vie et sur le bénéfice en termes d'hospitalisation. Après, je pense qu'il ne faut jamais forcer le patient. Si je sens qu'il y a des réticences, je n'insiste pas. Je n'insiste pas. Donc il y a le patient pour lequel il faut mettre en avant, je pense, le bénéfice sur la qualité de vie des hospitalisations. Puis il y a le cardiologue traitant, auquel on peut expliquer, je pense, que bah, ça va être une facilité pour titrer les traitements, pour suivre son patient, avec, on l'a vu, finalement, un nombre d'alertes à gérer qui reste tout à fait acceptable. Hein. Une alerte par patient et par mois, en moyenne, c'est peanuts, quoi. Ouais.
Ouais, Guillaume, je vais revenir. Je pense que les stats que tu nous as montrés prouvent que le patient même âgé est très compliant, que Oui, l'observance est très bonne même chez le sujet âgé, même si oui. chez le sujet qui est loin du centre cardiologique. On peut peut-être dire quand même que le frein numéro un aujourd'hui à la prescription d'une télésurveillance, c'est plus le cardiologue que le patient. Non. Euh, d'autant plus, parce que qu'il existe aujourd'hui, je crois, 22 000 patients télésurveillés, alors que le nombre de patients potentiellement éligibles à une télésurveillance est de Oui, 700 000. oui, On n'est vraiment qu'au début de l'aventure et les études commencent à montrer un réel impact, pas encore totalement sur la mortalité, mais plus sur la morbidité. Vraiment que les cardiologues arrivent à démocratiser ce système de thérapeutique. Parce que c'est vraiment alors, de la thérapeutique et pas dans uniquement les de la faits, télésurveillance. Pierre, dans les faits, tu as raison. L'enquête épidémiologique dont on parlait, on l'a vu, on a 4%. Alors, c'était 2022, les choses évoluent, mais en 2022, on avait quand même 4% de patients, 4,3% qui sortaient de l'hôpital avec un dispositif de télésurveillance et qui l'avaient encore à 6 mois. Bon, au demeurant, les recommandations maintenant prennent en compte la télésurveillance. C'est un outil qui doit faire, enfin, qui pour nous en tout cas, fait partie intégrante de notre arsenal thérapeutique. Et je pense que pour cette gestion aussi, la mise en place de la télésurveillance, la surveillance des alertes, là on découvre qu'il y a d'autres activités aussi, la remotivation des patients, c'est un travail incessant. Euh, Par exemple, pour votre file active de 1400 patients, combien êtes-vous de personnes travaillant sur, sur cette télésurveillance? À la clinique, tu veux dire, Pascal? Oui. À la clinique, on a donc 2 infirmières et puis on a l'aide des assistantes médicales qui relancent certains patients lorsqu'il y a des problèmes d'observance. Donc on a ouais, 4-5 personnes, ouais, mais pour une cohorte donc de 1400 à 1500 patients. Ouais, ouais. Et c'est aussi le rôle du cardiologue, hein. En demeurant, je pense, c'est vrai que moi en consultation, c'est un sujet que j'aborde et lorsque le patient n'est pas suffisamment observant, moi, je lui laisse le choix, hein, entre l'arrêt ou la poursuite, mais je lui explique le bénéfice quand même. Ouais, je lui explique le bénéfice. Tout à fait. Quel est, au niveau de votre équipe, quel est l'apport du Prado lorsque vous initiez Alors, lorsqu'un patient sort de l'hôpital, de la clinique, pardon, avec la télésurveillance, on y associe systématiquement le Prado. Euh, bon, ça, c'est en plus des choses qui ont été discutées avec l'assurance maladie. Et il y a une personne du Prado, de l'assurance maladie, donc qui passe très régulièrement dans le service pour assurer le retour à domicile avec le Prado. Donc, c'est systématique, en fait, systématique. Systématique et ça permet d'organiser le suivi avec le médecin traitant et le cardiologue. je pense qu'il faut que les équipes s'emparent du Prado, parce que c'est ce qu'on a fait. Il faut vraiment travailler avec eux. Je sais qu'il y a beaucoup de cardiologues qui ont l'impression que ce type de retour à domicile avec l'aide d'infirmière leur a été quelque part imposé pour réduire la durée d'hospitalisation et autres. Mais je pense que c'est un outil qui est bon, mais il faut se l'approprier. Il ne faut pas que ce soit le cardiologue contre l'assurance maladie. C'est quelque chose qu'il faut associer nécessairement, surtout pour certains patients qui ont du mal au début avec la télésurveillance. Et on a cette chance en Indre-et-Loire d'avoir une CPM très très motivée pour la prise en charge de la science cardiaque, qui a compris le bénéfice de la télésurveillance et qui nous aide vraiment à assurer un bon suivi en télésurveillance des patients sous Prado dès leur retour à la maison, à domicile. Et c'est un vrai partenariat entre notre équipe et l'équipe de la CPM. Et pour les différentes personnes qui viennent de toute la France, je vous incite vraiment à prendre contact avec votre conseillère CPM pour éventuellement avoir quelqu'un 5 jours sur 7, ce qui est notre cas, dans votre établissement pour le retour à domicile des patients en insuffisance cardiaque, notamment les plus âgés, pour lesquels une petite aide au début de la télésurveillance est vraiment parfois agréable et souhaitable. C'est vrai que l'assurance maladie est très proactive, hein, pour ça. Ils sont très Ouais. présents, ils sont très demandeurs et ça s'organise quand même assez facilement.
assez facilement. Alors encore faut-il être réceptif et voilà, et donner suite. Ouais. Une question qu'on nous pose, combien de temps environ dure le suivi par le Prado? Un mois. Est-ce que c'est une durée qui est définie? Pierre, si tu veux. C'est un mois. Je crois que c'est un mois. Et alors, c'est un mois et le petit bémol, c'est que c'est uniquement applicable pour les patients qui sortent d'hospitalisation. C'est-à-dire quand vous voyez un patient dans votre cabinet ou alors en consultation dans votre établissement de soins, on ne peut pas l'équiper d'une télésurveillance et l'accompagner avec le programme Prado. Et voilà, c'est le seul petit bémol du Prado. Hein. Tu es d'accord, Guillaume? Oui, c'est sortie d'hospitalisation, Prado par C'est sorti d'hospitalisation d'un centre d'hospitalisation où il y a une hospitalisation pour soit un problème aigu ou alors même chronique, c'est-à-dire enfin, un changement de défibrillateur, etc. Mais il faut une hospitalisation. Et c'est un mois. Donc c'est séance kiné et infirmière surtout. On peut aussi faire en sorte que la télésurveillance, enfin la personne qui maîtrise la télésurveillance du patient, les alertes et compagnie, soit transférée après l'hospitalisation, la sortie de l'hospitalisation, la mise en place de la télésurveillance plus le Prado. Après, cette télésurveillance peut être transférée au cardiologue de ville qui pourra suivre le patient en consultation, bien sûr, et à travers la télésurveillance. Il faut que la télésurveillance reste, je le dis à chaque fois, mais reste le centre de la surveillance du patient. C'est ce qui va faire qu'on va adapter les traitements, le nombre de consultations de suivi, le type de consultation, une éventuelle hospitalisation ou autre. Je pense qu'il faut effectivement impliquer le cardiologue référent, c'est certain. Soit en lui demandant s'il veut gérer lui-même la télésurveillance, soit en faisant en sorte qu'il ait vraiment le retour d'information et qu'il soit tenu au courant de tout ce qui se passe, des modifications thérapeutiques éventuelles et des compensations, bien sûr. Ouais. Pour l'instant, on l'a vu, on a le sentiment que nos confrères de ville préfèrent déléguer la gestion. Je pense qu'actuellement, c'est plus comme ça que ça s'organise. Hein. Ouais. Il ne faut pas qu'il ne doit pas hésiter à se faire accompagner par une assistante, quelqu'un pour aider dans cette télésurveillance. Les infirmières formées en assistance cardiaque. Exactement. Le rôle des infirmières est primordial hein, et va le devenir de plus en plus avec l'admission du nombre de cardiologues. Le rôle des infirmières dans la prise en charge des patients en insuffisance cardiaque est primordial aujourd'hui. Il faut vraiment inciter votre équipe d'infirmières à se former pour cette prise en charge. Parce qu'il y aura de plus en plus de patients. C'est quand même relativement chronophage la télésurveillance, hein, parce qu'il s'agit non seulement de détecter les alarmes, mais ensuite de les prendre en charge. Donc, il est nécessaire, quand vous êtes dans un centre important, d'avoir une infirmière dans laquelle vous pouvez vraiment avoir toute confiance. Nous, on a cette chance-là. Des infirmières très compétentes. On a Rosine et Isabelle. On a eu Christine qui doit être là. On lui fait un petit coucou. Mais on a cette chance de travailler avec des gens vraiment compétents. Et c'est primordial. Alors ça, c'est ce qui ressortait de Team HF2, effectivement, c'est que la télésurveillance ne marche que si on est en mesure de gérer les alertes. Ça paraît aller de soi, mais il faut pouvoir donner suite. Et s'il n'y a pas d'intervention médicale derrière l'alerte, l'intérêt est effectivement limité. Ouais. Et il faut savoir s'entourer. Le travail au quotidien est quand même fait par l'infirmière plus que par le cardiologue, ça c'est une évidence. Ouais, c'est une évidence. Très bien, encore une excellente session. Si vous n'avez plus de questions, nous allons pouvoir la clore. Pierre, dernier mot. Bonne nuit. Bonne nuit. À tout le monde. Bonne nuit, soirée, Guillaume. Merci. Bravo, Guillaume. Excellent topo. Prochain webinaire. Voilà, avec grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée. Merci.